Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses dans la vidéo. On va parler du Bitcoin, on va faire une petite analyse technique, bien sûr. On va voir qu'est-ce qui se passe sur la blockchain et qu'est-ce que les whales sont en train de faire parce qu'on le sait que les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est eux qui dirigent le prix du marché. Qu'est-ce que les institutions sont en train de faire? Mais ça, on va le voir dans la vidéo. Aussi, on va voir une belle opportunité que j'aimerais vous parler encore une fois sur les minières de Bitcoin que je vous ai parlé depuis déjà un certain moment. Mais là, l'opportunité est encore plus grande. Aussi, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de la Banque centrale américaine et des stablecoins. Parce qu'en ce moment même, aujourd'hui, le lundi 19 juillet, on a un meeting qui se fait avec les hauts dirigeants de la Fed et la secrétaire du Trésor américain concernant les stablecoins. Et on va voir qu'est-ce que j'en pense. Et selon moi, quel stablecoin devrait bien s'en sortir à travers tout ça. Donc, si ça vous intéresse, restez pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, commentez la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je lis toujours les commentaires et en passant, merci, vraiment merci beaucoup pour tous les bons commentaires, là, j'apprécie vraiment. Et vous le savez, ici, mon but, c'est vous donner du contenu sur les crypto-monnaies de qualité, des recherches les plus poussées que je peux faire. Donc, j'apprécie vraiment vos bons commentaires et je vais continuer d'être là pour vous. Et maintenant, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie et qui ne fait que dire son opinion. Donc, avant de prendre des décisions sur les cryptos, assurez-vous de faire vos propres recherches. Et quelque chose que je me suis fait dire par certaines personnes, c'est que les gens qui écoutent mes vidéos me disent que c'est moi la recherche. Mais ne prenez pas ce que je vous dis comme étant la vérité, parce que quand je vous parle d'une crypto-monnaie, par exemple, pendant 2 minutes dans une vidéo, ça compte pas pour des recherches pour placer une partie de votre argent qui a été durement gagné, là. Donc vraiment, faites vos recherches, c'est très important. Et maintenant, ceci étant dit, commençons la vidéo. Première chose que j'aimerais vous parler, c'est encore une fois le Bitcoin qui dirige le prix du marché, parce qu'on sait, si le Bitcoin s'en va vers le bas, toutes les crypto-monnaies crashent, et si le Bitcoin s'en va vers le haut ou se trade de côté, souvent les autres crypto-monnaies se tradent soit de côté, vers le haut ou vers le bas, mais au moins, ceci leur laisse plus de chances pour aller vers le haut. Donc, même chose que depuis les dernières semaines, là, depuis plus de 2 mois, on est dans un range entre 30 000 et 40 000 $, et là en ce moment on est dans le bas du range, là, dans les 30 000 $. La question, encore une fois, est-ce que ça va tenir? Eh bien ça, sur le court terme, on peut jamais être sûr, mais si on regarde les données que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo, on se rend compte que pour les prochains mois, il risque fortement d'avoir une autre poussée à la hausse, et je vous rappelle qu'en ce moment, on est quand même dans un point décisif, parce que là, le Bitcoin est dans le bas du range, donc on va vouloir qu'il rebondisse. Parce qu'en ce moment, au niveau de la charte, il faut l'avouer, ça regarde pas très bien. Le Bitcoin fait des hauts de plus en plus bas, et des bas de plus en plus bas. Donc les prochains jours vont être assez décisifs. Et je vous ai tracé, comme on voit ici, les 2 lignes rouges. On voit un wedge qui est en train de se former. Vous vous rappelez justement là du wedge qui s'est formé en haut du marché sur le Bitcoin. On voyait le prix qui se comprimait de plus en plus dans le haut du marché. Et en même temps, chaque fois que le Bitcoin faisait de nouveaux sommets, on avait le RSI qui faisait des sommets de plus en plus bas. Et ça ment pas. Une divergence comme ça a fini par nous amener vers une correction de plus de 50% sur le Bitcoin. Et là, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est le même genre de divergence, le même genre de wedge, mais à l'inverse. On voit un Bitcoin avec un prix qui va de plus en plus bas et un RSI qui fait une divergence de plus en plus haut. Ce qui peut être inquiétant, c'est qu'on a vu le RSI qui vient de casser le bas de son triangle. Mais encore une fois, est-ce que c'est un faux breakout? Qu'est-ce qu'on avait vu justement dans le wedge du haut du marché, parce que si on traçait justement nos lignes de tendance dans le haut du marché, on voyait clairement que on a fait le même genre de choses. On avait cette ligne-là ici, on est venu la casser vers le haut, justement quand le Bitcoin atteint 65 000 $, on avait l'IPO de Coinbase, et finalement on est venu recorriger sévèrement. Et là on voit la même chose, mais à l'inverse, le RSI qui descend, qui casse son pattern, mais à la place d'avoir une nouvelle excitante qu'on avait ici, qui était l'IPO de Coinbase, là, on a une nouvelle qui peut faire peur. On a les gens de la Fed, donc de la Banque centrale américaine, qui se rejoignent pour parler des stablecoins et du risque systémique des stablecoins. Donc, potentiellement que oui, avec ces nouvelles qui s'en viennent, on risque de voir le Bitcoin aller chercher le bas de son wedge autour des 29 000 $. Et ensuite, il y a une décision qui va devoir être prise. Est-ce qu'on va briser le wedge vers le bas
ou vers le haut. Et ça, on devrait le voir de façon imminente dans les prochains jours. Donc pour le court terme, ça regarde pas très bien. Et un autre point négatif, c'est qu'on vient tout juste de voir une entrée de capitaux quand même assez importante de Bitcoin sur les exchanges. Comme on voit ici, la montée qu'on a eue le 18 et le 19 juillet. Est-ce que ce sont les fameux Bitcoins qui sont relâchés de Grayscale? On sait qu'il y avait 40 000 Bitcoins qui devaient être relâchés de Grayscale pour la fin juillet. Eh bien, c'est maintenant que ça se passe. Est-ce qu'ils vont être dompés sur le marché? Ben ça, on va le voir, mais le fait qu'une entrée de Bitcoin ici sur les exchanges, c'est pas très encourageant pour le court terme. Mais maintenant, allons voir des nouvelles qui sont un petit peu plus encourageantes, peut-être pour le moyen et long terme. Allons voir les données sur la blockchain. Comme on voit ici sur Glassnode, les entités qui possèdent entre 1000 et 10 000 Bitcoins par wallet sont en train d'accumuler encore une fois du Bitcoin. Et on est arrivé au même niveau d'accumulation sur le Bitcoin que lorsqu'il était autour des 55 000 $, comme vous voyez ici. Donc c'est un signe très positif qui prouve qu'on a une accumulation en ce moment. Un autre point, c'est sûr que les entités qui possèdent entre 0.01 Bitcoin et 0.1 Bitcoin ne dirigent pas le prix du marché, mais on voit que ces entités-là sont en train encore une fois de grimper de plus en plus, même si le prix du Bitcoin descend. Donc ça, c'est vraiment positif pour le marché des crypto-monnaies dans son entièreté. Et en plus de ça, on voit Sentiment ici, encore une fois, que je vous conseille de suivre sur Twitter, qui font des excellentes analyses, qui nous montrent encore une fois que les whales sont en train d'accumuler, même si le prix du Bitcoin descend. Encore une fois, on a une divergence, et la plupart du temps, lorsqu'on a une divergence, on arrive à un équilibre à un moment donné. Et pour vous prouver que la demande institutionnelle continue de s'amplifier, on voit Fidelity Digital qui augmente son staff de 70% sur la demande institutionnelle qu'ils ont sur les crypto-monnaies. Ils prévoient engager 100 nouvelles personnes pour travailler au niveau des crypto-monnaies à Dublin, Boston et en Utah. Donc vous voyez que si ces firmes-là sont en train d'engager, c'est qu'ils savent qu'il y a une demande qui s'en vient pour le long terme, pas seulement pour le court terme. Et en plus de ça, il y a un intérêt sur les crypto-monnaies qui grossissent, comme sur l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies alternatives. Donc encore une fois, il y a beaucoup de profit à faire sur ces crypto-monnaies alternatives-là. Je vous en parle depuis longtemps, tellement que Grayscale vient d'ouvrir son nouveau fonds de DeFi qui comprend dans ses proportions-ci les crypto-monnaies de la finance décentralisée comme Uniswap à 50%, AV, Compound Finance, Curve. Donc il y a vraiment un intérêt institutionnel dans la finance décentralisée. Et justement, allons voir qu'est-ce qui se passe avec ces crypto-monnaies-là alternatives, les altcoins. Vous vous souvenez de mon fameux graphique sur les alt season? Eh bien, comme je vous expliquais, lorsqu'on allait arriver dans le range ici, là, entre 40% et 35% de dominance sur le Bitcoin, on risquait d'avoir un reversal. Le reversal est arrivé environ 3 semaines à 1 mois avant ce que j'avais prévu. Mais l'important, c'est qu'on manque pas la prochaine alt season qui risque d'arriver d'ici la fin de l'année 2021, selon ce que j'analyse. Et là, on voit la dominance du Bitcoin qui reprend des forces versus les altcoins. Et on voit les altcoins qui sont en train de saigner. Pour combien de temps ça va durer encore? Mais habituellement, dans l'histoire des crypto-monnaies, les altcoins continuent de saigner jusqu'au moment où est-ce que le Bitcoin commence à monter. Et là, qu'est-ce qui arrive lorsque le Bitcoin commence à monter? Eh bien, les altcoins les plus forts montent avec lui et les altcoins les plus faibles continuent de saigner. Donc, d'être dans des altcoins qui montent en même temps que le Bitcoin, ça vous prouve qu'il y a une certaine force derrière tout ça. Ok, maintenant, avant de parler des stablecoins, j'aimerais vous parler d'une opportunité que je vous parle depuis déjà très longtemps. On va parler des miners de Bitcoin. Il y a des gains incroyables à faire dans les prochains mois, selon moi, avec les miners de Bitcoin. Parce que si on regarde ce qui se passe avec le hash rate, donc la puissance de mining, qui a diminué de plus de 50%, comme je vous expliquais, lorsque la Chine a interdit le mining dans son pays, et bien là, ça fait en sorte que les miners de Bitcoin qui sont pas en Chine sont en train de se gaver en Bitcoin parce que le hash rate a diminué de moitié. Donc, eux, ils ont la même puissance de mining, mais les miners chinois ont débranché leur machine. Donc, tous les Bitcoins vont vers les compagnies de mining de Bitcoin qui sont pas débranchés, et ceux-ci sont en Amérique du Nord ou en Europe. Pour la plupart. Et quelque chose de bien important à comprendre, c'est que les minières de Bitcoin offrent un levier incroyable sur le Bitcoin. Par exemple, ici, on voit Riot, qui est en market cap la plus grosse minière de Bitcoin. Si on compare avec le prix du Bitcoin, vous allez voir le levier incroyable qu'offrent les minières de Bitcoin sur le prix du Bitcoin. Ok, si on commence avec le moment qu'il y a eu le crash du COVID, donc en mars 2020, allons voir ça ici. On voit clairement que le Bitcoin a fait 510%
alors que Riot en ce moment a fait 3844% et à son sommet a fait 10 000%. Vous comprenez le levier incroyable qu'il y a sur les miners de Bitcoin versus le prix du Bitcoin. Et là, si on regarde seulement en 2021, par exemple, ben là, on voit le Bitcoin qui à son pic a fait plus de 120%, alors que Riot à son pic a fait 350%. C'est la même chose pour les autres miners de Bitcoin. On a Mara ici, et bien sûr, mon préféré, Bitfarms, qui vient de faire son entrée dans le marché du Nasdaq. Donc c'est possible pour à peu près n'importe qui d'acheter du Bitfarms. Et allons voir quelques statistiques sur Bitfarms. Mais avant, j'aimerais vous montrer la vidéo que j'ai faite le 13 décembre 2020, où est-ce que je vous expliquais que c'était peut-être une bonne idée d'acheter des miners de Bitcoin. Et à ce moment-là, j'étais pas populaire sur YouTube. Vous voyez, la vidéo a eu seulement 1215 vues, alors que c'était une des vidéos qui vous donnait le plus de profit si vous l'écoutiez à ce moment-là. Vous voyez, Bitfarms était à 66 sous, Riot à 8 sous. Riot a monté jusqu'à 75$, Bitfarms jusqu'à 8$. Donc pour ma part, quand je fais des vidéos, je ne parle pas de la même chose à chaque vidéo parce que dans ma tête, vous avez écouté mes vidéos précédentes, mais je réalise que c'est pas la plupart du monde qui a écouté mes vidéos précédentes. Donc si vous l'avez pas fait, je vous recommande d'aller voir certaines vidéos qui peuvent vous intéresser sur certains projets que j'ai couverts dans le passé, parce que ça veut pas dire que je vais les couvrir de nouveau dans le futur, mais ça veut pas dire que je ne les aime plus. Donc Bitfarms, comme on voit ici, on voit la production à chaque mois depuis 2021. En juillet, du 1er au 12 juillet, donc à peu près un tiers du mois, il avait produit 158 bitcoins. Comme le hash rate est bas à cause des miners chinois qui ont débranché leur machine, ça leur permet de miner encore plus de bitcoins. Et il s'en va vers un mois record qui vont probablement miner plus de 400 bitcoins. Qu'est-ce que ça veut dire 400 bitcoins en un mois? Ben, je vais le calculer pour vous. On parle de 12 400 000 $ en revenus. Le coût que chaque bitcoin leur coûte à miner, les derniers chiffres que j'ai vus, c'était autour de 6 à 7 000 $. Je ne sais pas si ça s'est amélioré ou c'est pire, mais ça reste des revenus vraiment importants lorsqu'on sait qu'un prix du bitcoin en ce moment est autour de 31 000 $. Donc je connais pas beaucoup de compagnies qui font plus de 10 millions par mois. Et en plus, Bitfarms étant au Québec, utilise 100% d'énergie renouvelable pour miner des bitcoins. Et qui sont aussi sous-évalués que Bitfarms par rapport à ses compétiteurs. Parce que si on regarde, on voit que le market capitalisation de Bitfarms est de 633 millions de $, alors que Riot, sa capitalisation est de 2,49 milliards de $. Et si on regarde le hash rate, leur puissance de mining, elle est égale. Donc Bitfarms est sous-évalué. Et ce qui explique pourquoi Bitfarms est sous-évalué, c'est parce qu'elle n'était pas coté sur le Nasdaq, et là Bitfarms est coté sur le Nasdaq depuis environ un mois, et ça sous les radars. Donc, pour ma part, j'accumule du Bitfarms. Mais un point important que je vous rappelle, c'est que le Bitcoin doit reprendre son bull market, parce que sinon l'action de Bitfarms risque de stagner. Maintenant, parlons de la grosse nouvelle qui cause beaucoup de peur dans le marché en ce moment, c'est qu'en ce moment, aujourd'hui, il y a une réunion avec des entités non humaines, comme que je vous expliquais. On voit ici cette personne qui s'appelle Jay Powell, qui est le grand chef de la Banque centrale américaine. Si on lui donne un bon surnom, j'avais envie de lui trouver un surnom, mais il n'y a pas de meilleur surnom que celui que Greg Manarino lui a trouvé. C'est Yellowstain. En français, ça veut dire tache jaune. Donc, il y a Yellowstain ici qui va rencontrer Janet Yellen, une autre créature que vous connaissez très bien, qui vont parler des stablecoins, qui sont en train de dire que les stablecoins posent un risque pour l'économie globale. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces entités-là? C'est que les stablecoins sont émis par des entités qui sont pas des banques centrales, puis comme vous le savez, ben, ils aiment pas ça. Parce que ce qui les excite le plus, ben, c'est d'avoir le contrôle sur nous. Le soir, en s'endormant, ils pensent à ça, puis ça les excite au maximum. Donc, comme on peut voir la charte ici, vous voyez les principaux stablecoins. On voit Tether, que j'aime vraiment pas, qui a 62 milliards de market cap. On voit le USDC avec 26 milliards de market cap. Terra, Binance USD avec 11 milliards de market cap. Et ce qui arrive, c'est que maintenant, grâce aux stablecoins, on peut rester complètement dans le monde décentralisé, le monde hors du système bancaire, parce que on peut acheter du Bitcoin et lorsqu'on veut se retirer, ben à la place de retourner nos fonds soit dans un exchange centralisé ou dans notre compte bancaire, ben on retourne nos fonds en stablecoin et on garde 100% la possession de nos actifs sans avoir à passer par aucune autre entité. Donc ça, c'est merveilleux. En ce moment, comment la plupart des stablecoins fonctionnent, c'est qu'ils sont supposés avoir
$1 américain en banque pour un stablecoin en circulation. Mais qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'il faut faire confiance à une entité qui garde le ratio 1 pour 1, par exemple le USDC, qui garde avec Circle et Coinbase, qui garde le ratio 1 pour 1 avec le dollar américain. Le USDT, je ne vous recommande vraiment pas de toucher à ça. Et ça, je vais vous en parler beaucoup plus dans la formation sur la DeFi que je suis en train de faire. Et c'est pour ça que je peux faire un petit peu moins de vidéos ces jours-ci, parce que je suis en train de faire d'autres vidéos sur la formation, sur la DeFi. Et on sait que USD Coin, BUSD, USDT, même sont supposés avoir un ratio 1 pour 1 avec le dollar US. Le DAI, ça fonctionne différemment. C'est une crypto-monnaie un petit peu plus décentralisée qui est créée par Maker. Donc, il faut mettre du collatéral pour créer du DAI. Donc là, c'est intéressant. Mais le plus intéressant, selon moi, c'est le UST, le stablecoin algorithmique de la blockchain de Luna. Je vous recommande d'aller voir mon vidéo sur Luna si vous voulez comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, le Terra USD ne dépend d'aucune entité. Il est algorithmique, donc fonctionne selon certaines règles, selon certains contrats intelligents. Donc, avec ce stablecoin, on a la décentralisation totale et c'est pour ça que je suis aussi bullish sur l'écosystème de Luna. Et en plus, comme que je vous ai parlé sur mon Telegram, eh bien, Luna vient de recevoir 150 millions en funding de tous ces gros investisseurs-là. Là, c'est vraiment une all-star team. Une équipe d'étoiles d'investisseurs qui investit dans Terra Luna et c'est pas pour rien, je vous dis ça comme ça. Et on voit plusieurs autres stablecoins qui la plupart fonctionnent avec une réserve 1 pour 1. Donc qu'est-ce qui va arriver suite à la réunion avec notre ami Yellowstein, Yellenstein? On va voir ça dans les prochains jours. Mais pour ma part, en conclusion, avec l'accumulation, l'intérêt institutionnel qu'on est en train de voir, je reste toujours un bull dans ce marché. Qu'est-ce que ça veut dire un bull? C'est quelqu'un qui pense que ça va aller vers le haut. Mais s'il arrive d'autres choses, certaines régulations, qu'on casse les 30 000 avec vigueur sur le Bitcoin, peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule, mais pour l'instant, je pense toujours qu'on est en train de compléter la vague 4 de Elliott et qu'on s'en va pour une vague 5 qui va probablement nous donner des gains assez importants. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'aimerais vraiment atteindre le 25 000 abonnés. Peut-être qu'on peut l'atteindre pour cet été. Et je vous dis merci d'avoir été là. Restez solide dans votre tête et dans votre esprit. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye bye.